Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. À suivre cet après-midi sur notre antenne les travaux de la délégation sénatoriale à l'Outre-mer. Elle a auditionné la semaine dernière le ministre Victorin Lurel sur la question de l'octroi de mer. Ce dispositif qui constitue une ressource importante pour l'Outre-mer d'un montant de plus d'1 milliard d'euros arrive à son terme en juin 2014. Le ministre a donc fait part aux sénateurs de ses propositions qu'il doit faire à l'Union européenne pour pérenniser ce dispositif. Retour donc cet après-midi sur cette audition. Bon après-midi à tous. Très bien, mes chers collègues, nous poursuivons nos travaux. Nous avons le bonheur et le plaisir d'accueillir une nouvelle fois Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Monsieur le ministre. Nous avons eu l'occasion de le recevoir d'ailleurs après son installation au ministère le 11 juillet dernier. Depuis lors, l'actualité des Outre-mer a été chargée et les dossiers traités par délégation se sont multipliés. Ceux-ci ont donné l'occasion, par 2 fois, de débattre en votre présence, Monsieur le ministre, dans l'hémicycle, le 12 juillet 2012, avec un débat organisé sous la base de notre PPRE relative à la prise en compte des réalités ultramarines par l'Union européenne dans la réforme de la politique commune de la pêche, dont j'ai parlé il y a quelques instants. Le 19 novembre dernier, notre PPRE sur la stratégie européenne pour les régions ultrapériphériques dans le nouveau cadre financier pluriannuel. Un nouveau sujet européen nous préoccupe aujourd'hui, le renouvellement du régime fiscal dérogatoire applicable aux Roms dans les départements d'outre-mer. Et nous souhaitons une nouvelle fois appuyer les démarches du gouvernement auprès des instances bruxelloises, notamment de la Commission européenne. Il s'agit d'un dossier épineux, non dénué de risques contentieux et placé sous le signe de l'urgence, puisque le régime en vigueur vient à expiration en fin d'année 2013. Autre sujet européen en suspens, l'octroi de mer. Il s'agit là aussi d'une question cruciale, notamment pour le budget de nos collectivités, et alors même que cette approche reste étrangère à la Commission européenne, uniquement gardienne du principe de libre-échange, de libre concurrence. Quelles sont, Monsieur le ministre, les perspectives européennes pour l'octroi de mer? Le gouvernement a-t-il été en définitive en mesure de fournir les justificatifs demandés par Bruxelles? Je crois savoir, Monsieur le ministre, que vous avez rencontré les autorités européennes sur tous ces sujets le 13 mars dernier. Vous allez donc pouvoir nous donner des nouvelles fraîches, je pense bonnes, qui seront de nature, n'est-ce pas, à apaiser nos inquiétudes. Autre sujet brûlant pour nos économies ultramarines, l'avenir des dispositifs de défiscalisation des investissements réalisés outre-mer. Il y a bien sûr à définir la réponse technique permettant de traduire la promesse faite par le président de la République de neutraliser financièrement parlant pour 2013 l'annulation de la part variable du plafond, résultant de la décision du Conseil constitutionnel. Qu'en est-il et quand la mission confiée à Mme Boulier aboutira-t-elle? Mais au-delà de cette préoccupation de court terme, puisqu'elle ne concerne que l'année 2013, il convient, dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint, de se préoccuper des perspectives pour 2014. C'est pourquoi, et comme j'ai pu vous l'annoncer, il y a plusieurs semaines, Monsieur le ministre, notre délégation a souhaité créer un groupe de travail commun avec la Commission des affaires économiques, dont le président est là, Tel Raoul, aujourd'hui, procéder à une évaluation de l'impact de ces dispositifs fiscaux en vigueur sur les économies ultramarines. Il nous semble en effet qu'il faut, en amont de la recherche d'éventuels mécanismes alternatifs, mesurer la portée économique des dispositifs en place. Cette démarche d'évaluation doit venir compléter l'approche habituelle qui nous paraît trop exclusivement financière. Voilà donc 3 sujets importants sur lesquels nous souhaitons vous entendre, Monsieur le ministre. Le débat qui suivra vos interventions nous conduira certainement à aborder bien d'autres questions, dans la limite de votre disponibilité, bien sûr, mais nous avons réservé 2 heures pour travailler avec vous, Monsieur le ministre. Pour me dire, nous sommes prêts au travail. Je vous cède tout de suite donc la parole. Avec plaisir. Voilà. Monsieur le Président, merci. Merci à la délégation de m'accueillir une fois de plus. Merci à vous, sénatrices et sénateurs,
de m'accueillir pour une petite séance de travail. Monsieur le Président, vous avez abordé, ce me semble, 3 questions. Dites-moi si je me suis trompé. La fiscalité du rhum, l'octroi de mer, la défiscalisation. Puis la pêche. Et la pêche. Ouais. Bon, donc on va voir ça. La pêche. D'abord, permettez-moi de faire un petit point sur le cadre financier pluriannuel 2014-2020 pour ce qui concerne le sort, si j'ose dire, réservé aux régions ultra-périphériques et en particulier les françaises, les régions ultra-périphériques françaises, bien entendu en y incluant Mayotte, qui sera RUP à compter du 1er janvier 2014. Le budget alloué à la politique de cohésion est en baisse, on le sait, de 8,5%, mais les régions périphériques d'outre-mer, en tout cas les françaises, les RUP en général, bénéficieront d'une enveloppe en légère progression en euros constants. Alors, l'intensité d'aide, on le sait, pour l'allocation spécifique pour les RUP sera certes en diminution. On l'a su, ça a fait l'objet de discussions âpres sur la prochaine période de moins 130 millions en euros constants ou moins 75 millions en euros courants. Alors, euros constants de l'année 2011. Mais la diminution de l'allocation spéciale RUP devrait être plus que compensée par l'augmentation de l'enveloppe que recevront les RUP au titre de la catégorie des régions les moins développées, soit plus 171 millions en euros constants 2011 ou plus 598 millions en euros courants. Donc première compensation. Deuxième, si j'ose dire, compensation, c'est le bénéfice que les RUP pourront retirer de l'initiative pour l'emploi des jeunes, qui sont un fonds destiné à abonder l'enveloppe de cohésion pour les régions frappées par un chômage des jeunes élevé. Alors, aujourd'hui, on ne peut pas dire de manière très précise quel sera le montant précis de l'enveloppe dont bénéficieront les régions d'outre-mer pour cette allocation, cette initiative pour l'emploi des jeunes, mais on peut, j'espère ne pas me tromper, on estime sur la base des données de 2011, des taux de chômage de 2011, même s'il y a un problème sur Mayotte, il faudra revoir les enquêtes et les recensements, la France pourrait bénéficier, j'ose pas dire devrait bénéficier, de quelques 214 millions d'euros, en grande partie, au profit de nos régions d'outre-mer, dont les taux de chômage des jeunes, on le sait, sont plus élevés qu'en métropole. Donc, au total, les 4 RUP françaises, hors Mayotte, devraient bénéficier de 3,3 milliards d'euros pour la période 2014-2020 contre 2,7 milliards d'euros sur l'ancienne période 2007-2013. Ce sont des chiffres en euros constants qu'il convient de prendre avec précaution, mais ça donne un ordre de grandeur, soit une hausse de 598 millions d'euros. L'enveloppe globale allouée aux RUP françaises devrait donc avoisiner les 3,7 milliards dans le prochain cadre financier pluriannuel contre 3,2 milliards pour 2007-2013, soit une hausse de 16%. Donc en comptant l'initiative jeune. Pour Mayotte, il y a là un souci. On a une enveloppe forfaitaire de 200 millions au titre de la politique de cohésion, c'est-à-dire FEDER et FSE. Cette enveloppe représente 10 fois plus que le montant actuel alloué par l'Union européenne à Mayotte au titre du FED. Mais il est vrai que le montant octroyé est en recul par rapport aux estimations initiales. Il faut qu'on le dise, ce qui nourrit à Mayotte une certaine déception. Alors, une discussion, puisqu'on attendait à peu près 450 millions, il faut se le dire. Ces 200 millions ne constituent que la part au titre de la politique de cohésion. Viendront s'ajouter au cofinancement les contreparties nationales et privées. Cette enveloppe devrait également être abondée par l'initiative pour l'emploi des jeunes, fonds, comme je l'ai dit, dédiés aux régions souffrant d'un taux de chômage
élevée des jeunes. Il n'est pas encore possible, et c'est là que nous avons un petit doute, il faut attendre des précisions et des enquêtes supplémentaires par l'INSEE, pas encore possible d'établir de manière exacte l'enveloppe dont bénéficiera Mayotte au titre de cette initiative. Car les chiffres à notre disposition sont des chiffres, je crois, de 2011. Les chiffres de 2012 ne sont pas disponibles. Et si ce sont les chiffres de 2011, on risque d'avoir un souci. On serait en deçà, légèrement en deçà du seuil. Donc, on a commandé d'autres enquêtes. Le Conseil européen a prévu une clause de réexamen, c'est ça qui peut être intéressant, en 2016, au terme de laquelle, sur la base des données statistiques les plus récentes, des ajustements d'enveloppe pourront intervenir. Il importe dès lors que le territoire soit en capacité de consommer ces crédits selon des procédures régulières et légales au regard du droit européen sur des projets structurants pour le développement de l'île. Ça veut dire il nous faut consommer les 200 millions. Si on arrive à les consommer à un bon rythme, en 2016, on peut revaloriser les montants octroyés. Les 200 millions pourraient se rapprocher, je l'espère, des 400 à 450 millions. Je rappelle que cette enveloppe n'inclut pas les contributions de l'Union européenne au titre du POSEI, donc le premier pilier de la PAC, du FEADER et du FEAMP, le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche. Et je finis là sur ce petit point d'information, pour les PTOM, les pays et territoires d'outre-mer, la situation, je l'avoue, est un peu plus difficile. La présidence propose de doter les PTOM d'un budget, vous le savez, de 305,7 millions d'euros sur la période 2014-2020, contre 343,7 millions d'euros initialement proposés par la Commission dans sa communication de juin 2011, soit une diminution par rapport au 10e Fed. En l'état, en euros courants et à périmètre et à calendrier comparable, donc sur 7 ans et hors Mayotte pour les PTOM, qui quittent les PTOM pour intégrer les RUP, l'enveloppe ACP croît de 11,9%, alors que ACP croît de 11,9% et celle des PTOM diminue de 0,4%. Pour la France, c'est un peu difficile. Elle a déjà exprimé son souhait de voir rétabli l'enveloppe des PTOM au niveau initialement proposé, soit 343,7 millions, estimant qu'il n'était pas possible d'afficher une baisse de dotation pour les PTOM, alors même que les pays ACP voyaient croître leur dotation de près de 11%. Oui. 12%. Je propose qu'on fasse... Vous savez, monsieur le ministre, vous avez tellement de chiffres, un déluge de chiffres en quelque sorte. Je propose que vous ayez des idées claires. Et ensuite, vous avez compris, ce n'est pas du bon taux du genre on l'a vu, on n'a pas vu. Si je comprends la substance, les nouvelles sont bonnes, sauf pour Mayotte qui peut-être... Une petite déception. Et puis pour les PTOM. Bon. Pour les PTOM, oui, il faudrait rétablir les un petit peu en retrait. 343. Mais il y a une inquiétude. Bon, on sait que le budget européen n'a pas été voté. Et la question est la suivante. Au moment, si par hasard, ça peut arriver, que les députés européens ne votent pas le budget, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pas voter, j'ai l'impression qu'on fonctionne sur les 12e provisoires aujourd'hui. Et je peux vous dire, dans les régions, et en particulier dans les régions d'outre-mer, il y a là un véritable sujet, je pèse mes mots. Depuis déjà un temps, il y a une suspension des versements, vous me direz si je me trompe, notamment sur le FEDER, le FSE, bref, sur la plupart des fonds. Il y a une vraie crise de trésorerie, au point que les préfets sont prêts à demander aux banques de faire les avances sur des crédits engagés et sur des opérations parfois déjà réalisées. Et il n'y a plus de crédit pour de nouveaux projets avant la fin de cette année, 2013, avec, vous le savez, obligation de paiement jusqu'en 2015. Il y a une vraie crise. Alors, si, à notre sens, le Parlement ne devait pas voter, en plus, j'ai cru comprendre que le Parlement, en tout cas son président, demandait quelques arriérés à la Commission, et que c'est quelques milliards, je crois que c'est 16 milliards, 17 milliards d'euros. On n'est pas sorti de l'auberge, pardonnez-moi d'être un peu simple.
Et donc, il y a là un vrai souci. Autant on s'est quand même, disons-le bien, défendu, et en particulier dans la défense de la PAC, si le président, comment il s'appelle, Schulz devait persister, sauf à trouver des accords pour boucler le budget, on aura quelques soucis. On l'a déjà, on l'aurait sur l'avenir, sauf, mais là, on quitterait le cadre de cette délégation, à changer totalement de la politique européenne et à passer à une activation encore plus dynamique de la politique monétaire, c'est-à-dire de la Banque centrale européenne, qui pourrait financer autrement la dette souveraine avec des taux plus faibles qui nous donneraient des marges de manœuvre sur la croissance. Mais ça, c'est dans la macroéconomie européenne, initiative coordonnée de croissance qui permettrait peut-être au niveau international et demain dans le G20 de trouver avec les États-Unis quelques accords et peut-être, je l'espère, la Chine. Mais je me permets de dire, tant que l'élection allemande n'est pas passée, on aura du mal à obtenir tout cela. Voilà. Bien. Non, mais il n'existe pas dans le cadre européen un dispositif similaire à ce qui existe aux États-Unis. Quand on ne vote pas, quand le Parlement ne vote pas, il y a reconduction de l'ancien dernier budget, en fait. C'est ça. Il fonctionne, il y a en termes comptables, sur les 12e provisoires, sur la base de l'ancien budget, mais ça ne va pas durer. C'est comme dans les collectivités, lorsque votre budget n'est pas voté, vous avez des règles pour engager des crédits de fonctionnement 12e provisoire, et vous avez une délibération qui est demandée pour engager, je crois, un quart des dépenses d'investissement. Il y a... j'allais dire quelque chose qui me coûtera cher, ceteris paribus sextantibus, eh bien, la même chose existe. C'est pour le pape, ça. C'est pour le pape. Non, c'était dans un autre hémisphère que la phrase a été pas comprise ici. Mutatis mutandis, disons ça comme ça, qui permet d'assurer le quotidien. Ouais. Mais je peux vous dire, la crise est déjà là. Il y a une crise de trésorerie dans les territoires. C'est vrai pour la métropole, mais c'est vrai encore plus dans les régions d'outre-mer. On n'a pas de mécanisme de préfinancement, ce qui est donc premier problème. Deuxième problème, lorsque c'est engagé, mieux encore payé, eh bien, les crédits européens ne sont pas là. Et même les créances avérées, c'est-à-dire qu'ils ne font pas l'objet de contestation par la CICC, l'organe de contrôle, eh bien, il y a là un vrai souci, une vraie crise. Et donc, si ça devait durer, et si le Parlement, qui peut-être d'ailleurs qui peut améliorer une épure et un projet, eh bien, devait persister et l'Europe rester sans budget pendant longtemps, on a quelques soucis. D'accord. Bon, Monsieur le ministre, je vais passer la parole tout de suite à mon collègue Patient. Juste une petite interrogation, une précision. Je me suis laissé dire que, par du mauvais esprit certainement, que les fonds de cohésion représentaient anciennement 33 € par tête d'habitant pour les RUP. Et qu'après la nouvelle mouture, là, ces 33 € seraient réduits à 30 €. C'était 20 €. Oui, c'est ça. L'allocation, c'était dans les propositions de la commission, il me semble. C'était 20 €. 20 €. Il passait de 35 € à 20 €. Ouais. Et l'amélioration, c'est aujourd'hui combien ? 30 €. 30 €. Bah, mais on a perdu 5. Bien sûr. Mais c'était 15 qu'on perdait. Ouais, oui. Donc, dans la discussion, on a moins perdu. On a moins perdu. Mais il faut le dire, les choses sont compliquées. Les choses sont difficiles, il ne faut pas se faire beaucoup d'illusions. C'est une discussion âpre. Et on a vu les positions des uns et des autres. Bon, finalement, sans vouloir faire dans le dithyrambe, la France s'est bien débrouillée dans l'affaire. Même si il faut continuer à se battre pour améliorer les enveloppes. Et nous-mêmes pour consommer ces enveloppes-là. Oui. Et pour Mayotte, voir si, à la révision à mi-parcours, on pourrait améliorer les choses. Ça veut dire qu'il nous faut mettre au point un dispositif organisationnel, une assistance technique qui permette de préparer les dossiers, les consommer, les contrôler et les valider. Bon, voilà. D'autant plus que, disons-le clairement, Mayotte va subir un choc
considérable. Ce n'est pas simplement la rupéisation, mais c'est aussi le fait que dès le 1er janvier 2014, en tout cas en théorie, et on s'y prépare, il y aura l'application du Code général des impôts. Et donc, pour cela, il y a l'acte 3 de la décentralisation qui va confier la gestion des fonds européens aux régions. Et pour ça, il y a une sorte de petite clause qui dit qu'il faut au moins que la santé financière de la collectivité ne soit pas en cause. Ça veut dire que, donc, au préalable, il faut des plans de redressement, d'assainissement, de modernisation de l'organisation. Bon, c'est un très très gros travail qu'il faudra faire. D'autant plus que pour éviter qu'une règle ne s'applique de la même manière et un peu partout, donc des varietés, donc on va probablement laisser ça à la discrétion des élus. C'est les élus qui demanderont soit le transfert, soit la délégation. Si c'est un transfert en pleine gestion, lorsqu'il y a des remboursements à opérer, ça peut ruiner une collectivité. Il faut donc quelque part, selon un équilibre à trouver dans le texte, que l'État reste présent au cas où. Et donc, les élus seront donc responsabilisés, ils le sont déjà, ils le seront davantage lorsqu'ils demanderont en connaissance le transfert, j'allais dire plein et entier de ce domaine de compétences. Eh bien, il faudra, le moment venu, ce qu'il ne faut pas souhaiter, assumer toutes les conséquences. Bon, voilà, donc Mayotte, là, vit un choc de départementalisation, régionalisation et de rupéisation qu'il faut préparer ce que nous faisons. Ça demande la mobilisation, donc bien entendu, de tous. Alors, sur la fiscalité du rhum. Attendez une seconde, j'ai une question de Georges Patient. À travers les chiffres qui ont été annoncés, il y a bien une progression. Mais est-ce qu'on a déjà une idée de la ventilation entre les différents fonds et quels sont les thèmes qui ont été retenus? Sur la... Parle plus fort. Ouais, est-ce qu'on peut avoir une idée sur la ventilation entre les différents fonds et sur les thèmes qui ont été retenus? Non, non, pas encore. Non, non. Parce qu'on sait que c'est là le gros problème. Non, non. Est-ce que Mayotte, par exemple, et la Guyane pourront utiliser les fonds pour rattraper un certain retard infrastructurel? Monsieur le sénateur, je ne peux pas, hélas, vous répondre. Je n'ai pas encore ces informations. Ce n'est pas fait. À ma connaissance, ce n'est pas encore fait. Très bien. Mohamed Tani. Oui, Président. Oui, Monsieur le Ministre, vous avez parlé de... Mais le micro. Ce n'est pas la question. Comment faire pour que demain, il n'y ait pas encore une plus grande déception et notamment ne pas louper le virage de 2016 où un plan de rattrapage, c'est comme ça que je le vois, est possible, mais sous réserve de consommation des 200 millions d'ores et déjà attribués. Et vous avez effectivement posé les choses, des défis énormes attendent le 101e département, des défis qui renvoient directement à l'état des collectivités qui sont dans une maladie chronique depuis toujours, j'ai envie de dire. Et c'est pour ça que je compte sur vous, Monsieur le Ministre, pour faire cet accompagnement, notamment accompagnement en ingénierie, qui n'a jamais eu lieu. Qui n'a jamais eu lieu depuis 2004. Parce que lorsque nous parlons de décentralisation en droit commun, nous nous référons à 1982, mais pour Mayotte, c'est 2004, une décentralisation qui n'a été accompagnée de quasiment aucun moyen. Donc, pour autant, il y a eu des transferts de compétences, mais sans forcément de transfert de moyens. Donc, à un moment, il va falloir se poser, et il n'est jamais trop tard pour bien faire, pour opérer ce transfert. Et quand je parle de transfert, c'est surtout de compétences d'ingénierie qui n'a jamais eu lieu dans l'histoire de ce département, et ce, alors même que nous allons, vous l'avez dit, vers
ces rendez-vous, mais ces rendez-vous monumentaux. 3 rendez-vous d'une importance capitale, la rupéisation, la fiscalité, donc la rupéisation, la fiscalité et l'acte 3 de la décentralisation. Tous ces rendez-vous vont avoir lieu en même temps, et si aucun effort, si rien de nouveau n'est fait pour préparer les collectivités à consommer européen, eh bien, même ces 200 millions ne le seront pas. Et c'est sur ce point-là que je voulais insister. Moi, sur la polémique, c'est une satisfaction, c'est une déception. Non, ce n'est pas la question. Effectivement, 200 millions, si ils ne sont pas consommés, eh bien, ça ne rime à rien. Il faut faire en sorte qu'ils le soient, parce que les problèmes sont majeurs, les difficultés socio-économiques sont sans précédent, et faire en sorte que non seulement ces 200 millions soient consommés, mais également ne pas rater le virage de 2016. Et pour ça, les collectivités ont besoin d'être accompagnées pour acquérir petit à petit de l'ingénierie pour, au final, eh bien, mériter vraiment de consommer dans le cadre de la décentralisation. Très bien. Monsieur le ministre. Monsieur le sénateur, je vous remercie de votre modération et de votre compréhension. Parce que j'entends les élus de Mayotte et je lis la presse de Mayotte. C'est d'abord la déception qui a prévalu. Et c'est ce qui se laisse entendre et lire. Donc je vous remercie de comprendre les choses. J'ai dit de manière un peu elliptique et rapide que c'est 10 fois plus que le FED. On a eu du mal jusqu'à maintenant à consommer le FED qui était de 11 millions 23 millions au total. Bon, là il y a 200 millions à consommer. L'État, si j'avais une petite amodiation à faire sur ce que vous disiez, il y a eu des transferts de compétences, il y a aussi des transferts de moyens. Toutes les collectivités, effectivement, disent qu'il faut encore plus de moyens face aux charges transférées. À Mayotte, il y en a eu. Il y a 3000 employés au Conseil général. Le président Gillot est président du Conseil général. Avec 400 000 habitants, il n'y a pas 3000 employés. C'est 2,5 fois plus presque que le Conseil général de la Guadeloupe. Bon, on a de vrais soucis à Mayotte, notamment sur l'aide sociale à l'enfance, l'ASE. Je veux bien qu'on ne prenne comme, pardonnez-moi de dire ça, comme justificatif, je ne veux pas dire comme prétexte, que c'est des enfants en déshérence. Non, il y a des enfants de Mayotte qui ont besoin de la protection judiciaire, qui ont besoin de protection, d'aide sociale. Donc on a là un vrai sujet pour aujourd'hui, demain et après-demain. Au-delà des 2 chocs, voire des 3 chocs évoqués, vous aurez quand même des recettes complémentaires importantes que vous aurez à gérer. Vous aurez l'octroi de mer. Vous aurez l'octroi de mer. Non, mais ce sont des recettes. Ce sont des recettes et qui seront très très importantes. C'est un vrai choc. Et contrairement à ce que l'on croit, vous ne serez pas en pénurie. Il faudra donc là, au-delà de ce que l'État fera, puisqu'on a mis en place un comité de pilotage, on a dégagé 2 millions pour former des agents au fonds européen à la gestion très concrète, très pratique et pragmatique de la gestion des fonds européens. L'État est déjà là. Mais il faudra donc tous ensemble, la collectivité majeure qu'est le département, mais les communes, le syndicat mixte, le SMIAM pour ce qui concerne les équipements scolaires. Bref, il faudra là un coup de collier pour faire face à cet afflux d'argent, si j'ose dire, nouveau. Et donc il faudra donc une organisation des compétences, des cadres pour gérer tout ça. Moi, je ne suis pas déçu. Simplement, les gens ne comprennent pas qu'il y aura beaucoup de choses à gérer, qu'il y aura beaucoup de recettes à gérer, mais qu'en face, il faudra bien une organisation appropriée. Et donc, c'est ce que nous chercherons à faire avec vous. Voilà. Très bien, merci Monsieur le Ministre. Nous allons passer tout de suite au rhum, à la fiscalité du rhum. Oui. Je voulais avant toute chose vous présenter 2 rapporteurs pour la PPR rhum. Ce sont Gérard César
Voilà, devant, Monsieur le ministre, M. César, c'est lui. Voilà. Jacques Gillot. Très bien. Voilà, je vous cède tout de suite la parole. Sur le rhum, je me suis rendu récemment à Bruxelles pour tenter et pour plaider cette affaire-là. Vous savez quel est le régime actuel du rhum. Son régime en termes de définition, son régime en termes de fiscalité et son régime en termes, disons, contingentaires. Ce qui nous préoccupe, c'est la fiscalité. Aujourd'hui, le rhum paye des droits d'assises dans le cadre d'un contingent annuel de 120 000 hectolitres d'alcool pur sur décision de la Commission qui prendra fin au 31 décembre 2013. Alors, aujourd'hui, le rhum paye 859 euros d'hectolitre d'alcool pur, c'était 2011, pardon. Les autres alcools, 1514. Donc il y a un différentiel de 42%, soit 655 euros d'alcool pur. Monsieur le Président, ce sera des chiffres. Plus la vignette de sécurité sociale payée qui était de 160 euros d'hectolitre d'alcool pur. La chose a changé en volume, pardon, hectolitre en volume, pas alcool pur. C'est une différence, une subtilité, mais qui a toute son importance après. Ce régime a été sensiblement modifié lors du vote de la loi de financement de la sécurité sociale en 2012 et de la loi de finances rectificative de 2012. Nouveau régime qui fait que l'État paye beaucoup plus, subventionne beaucoup plus. De 66 millions en 2011, on passait à 111 millions à compter du 1er janvier 2012. Le régime au titre de 2012, loi de finances rectificative de 2012, était le suivant. Rhum d'homme, taux d'acide 903 euros. Les autres rhums, 1660 euros. La vignette de sécurité sociale, pour le rhum des DOM, 361 euros. Autre rhum, 533 euros. Total, 1264 euros pour le rhum des DOM et pour les autres 2193, soit un différentiel de fiscalité, toujours de 42%, représentant 929 euros d'hectolitre d'alcool pur. Tout cela fait une aide d'État de 111 millions depuis janvier 2012. Cette mesure est entrée en vigueur le 1er janvier 2012. Elle n'a jamais été notifiée et acceptée au préalable par la DG Concurrence. Sitôt arrivé, j'ai procédé à la notification. Ça s'est fait le 7 août 2012. J'ai eu des échanges avec la DG Taxe Sud et la DG Comp, les deux commissaires. Ils sont assez étonnés par cela. Donc on risque de nous reprocher de surcompenser, en plus du caractère illégal du régime, de nous reprocher d'avoir surcompensé la filière sans justifier les coûts à due proportion, et d'autre part donc d'avoir mis en place un régime illégal car non déclaré. Pour trouver une solution acceptable à la fois par la filière, pour préserver son équilibre, et par Bruxelles, pour ne pas nous mettre en infraction au regard des règles de la concurrence, il convient, et c'est la proposition qui a été faite, de faire évoluer le régime. Plusieurs choses ont été prises en compte, plusieurs postulats, on peut dire ça comme ça. Le maintien d'un différentiel de taxation des rhums des DOM au regard des autres alcools du même segment commercial. On est d'accord sur ce principe-là. Il faut souligner à cet égard que les rhums des pays tiers, notamment, je cite Bacardi et Diageo, bénéficient de soutien commercial extrêmement élevé du gouvernement américain. Et donc, là, il n'hésite pas. Deuxième principe, la compétitivité de la filière et le maintien de l'emploi, c'est quand même plus de 20 000 emplois directs et indirects. La préservation, troisième principe, de l'équilibre économique des petites distilleries dont la production est plus tournée vers les rhums à très fort degré alcoolique, mécaniquement plus touchées par une fiscalité calculée sur le litre d'alcool pur, pas en volume. Quand c'est en
en alcool pur, elles sont plus pénalisées. Sans régularisation rapide, nous nous exposons de la part de la Commission européenne à l'inscription de la mesure au registre des aides illégales et au reversement des aides versées illégalement depuis le 1er janvier 2012. Après plusieurs réunions interministérielles, on a proposé à la Commission de modifier le régime selon les paramètres suivants. Suppression du mécanisme de plafonnement de la vignette de sécurité sociale. En contrepartie, afin de rétablir le même différentiel d'aide qu'en 2011, diminution du taux d'accise sur les rhums des DOM, à raison de 50% du taux normal, ce qui est permis par l'actuelle décision de la Commission. Et un mécanisme ad hoc dérogatoire pour les petites distilleries, donc calcul de la vignette, non sur le litre d'alcool pur, qui pénalise, comme je l'ai dit, les rhums à degré alcoolique élevé, mais sur le litre volume. Alors ça donne le tableau suivant. En montant maximal différentiel, taux d'accise à raison de 50% du plafond, ce serait désormais pour les DOM 844,52 € et non plus 903. Pour les autres rhums, 1689,05. Pour la vignette, eh bien, ce serait la même chose pour tous les rhums. Rhum DOM 533, autres rhum 533. Total fiscalité, 1377,52 € et autres rhum 2222,08 €, soit un différentiel de 844,52 € par hectolitre d'alcool pur. C'est beaucoup de chiffres. Ça fait un différentiel non plus de 42%, mais de 38%. Bon, donc, je rappelle, on passerait donc à ce qui se fait aujourd'hui, 1264 € à 1377,52. Pour les autres rhums, aujourd'hui, enfin, en 2012, l'ancien régime, 2196, on passerait à 2222. Faut-il encore que tout ça soit agréé par Bruxelles. Les simulations effectuées conduisent à un coût de ce dispositif à hauteur de 103 millions d'euros et non plus 111 millions dans le régime actuel. C'est bien supérieur, bien entendu, au régime de 2011, dans lequel l'avantage fiscal s'élevait à 66 millions. Bon, vous savez dans quelles conditions cette affaire-là a été faite, un peu avant une échéance importante. Moi-même, j'étais parlementaire à l'époque, on nous avait dit tout est balisé, pas de problème, on peut y aller. Rien n'était balisé. Et donc aujourd'hui, j'espère que M. Almunia nous comprendra. Il nous a très bien reçus et n'a pas donné de garantie sûre, mais a compris un petit peu l'urgence qu'il y a à corriger tout cela. Le régime que on est en train de notifier entre aujourd'hui et le 31, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013, qui est la date actuelle. Bon, ça c'est pour corriger, si j'ose dire, les erreurs du passé. Et maintenant, il y a le post-2013, puisque le régime prend fin en 2013. Il nous faut donc procéder à une nouvelle notification pour la période 2014-2020 sur la base des modifications proposées pour le régime actuel, celui que je viens de vous lire. Compte tenu du calendrier d'adoption des lignes directrices pour les aides à finalité régionale, il est essentiel de s'assurer que la décision de la Commission sera adoptée avant la fin de cette année. Voilà, le régime fiscal du rhum traditionnel étant appliqué au moment de la mise à la consommation, il ne peut être envisagé de mécanisme rétroactif au cas où la décision serait connue seulement en 2014. Ça veut dire qu'il faut faire vite. Voilà en quelques mots ce que je vous dis très rapidement sur les négociations engagées avec Bruxelles. Je ne sais plus ce que j'ai à leur fournir, mais il y a un travail qui est en cours et donc j'espère avoir une réponse le plus rapidement possible. Enfin, je dirais que cette aide, vous le savez, est nécessaire parce qu'elle nous permet de faire face à la concurrence. J'ai dit les aides accrues pour les rhums des pays tiers, notamment pour le gouvernement américain, mais aussi le marché du rhum est devenu très concurrentiel du fait que le marché européen s'est ouvert au rhum, notamment dans l'accord Pérou, Colombie, Union européenne, Amérique centrale, Union
européenne et qu'actuellement, il y a des négociations avec le Mercosur. Tout ça donne un surcroît de compétition et peut compromettre la productivité de ce secteur-là. Voilà, Monsieur le Président. Très bien, merci, chers collègues. Question, il faut noter aussi que la progression du rhum venant d'Amérique du Sud est très importante sur le marché européen par rapport à notre progression de notre propre rhum. Ce n'est pas un problème de qualité, c'est un problème d'alcool finalement qui progresse très vite. Chers collègues, les deux rapporteurs. Alors, si je comprends bien, vous avez compris, il y a deux problèmes. Il y a une des libéralités qui ont été adoptées à l'occasion du vote de la loi sur notre finance sur la sécurité sociale. Il y a quelques erreurs de commises, on n'a pas informé Bruxelles. Et finalement, aujourd'hui, ça empoisonne. Ce contentieux qui vient de cette décision-là empoisonne les négociations sur le renouvellement du régime fiscal sur le rhum. C'est bien ça, monsieur Oui, c'est bien ça. Alors, deux choses, c'est que les planteurs, les producteurs que nous avons reçus ici à l'occasion, qui étaient passés ici à l'occasion du salon de l'agriculture, ils sont très inquiets, surtout les petits producteurs qui sont très inquiets, parce que ce qu'il faut savoir, c'est une activité rhum-sucre qui est essentielle pour l'économie antillaise. Elle est historiquement essentielle, et elle existe historiquement, mais elle organise le territoire en quelque sorte, et permet aussi de protéger les sols. La canne, vous savez bien, elle monte les mornes. Et ainsi, elle évite les lessivements, enfin, le lessivage du point des sols, etc. Donc c'est très important, d'autant que c'est une activité qui embauche beaucoup directement beaucoup d'agriculteurs, d'une part, et beaucoup de gens qui travaillent dans la transformation de canne en sucre ou en rhum sur nos territoires. Cela vrai. Alors, pour la Martinique, vous avez des rhums plutôt agricoles, c'est-à-dire on fait le rhum à partir du jus de canne, essentiellement agricole, en Guyane aussi d'ailleurs, mais à La Réunion, tout comme en Guadeloupe, c'est plutôt on fait le rhum à partir du sous-produit du sucre, c'est-à-dire à partir de la mélasse. C'est ce qui fait qu'il y avait du rhum industriel, c'est pas du rhum agricole. Et notre rhum est le rhum traditionnel, le rhum agricole, il ne peut pas descendre de 43 degrés d'alcool, ce qui n'est pas le cas du rhum. Des définitions du rhum traditionnel. C'est ça, voilà. Alors le rhum que nous recevons, qu'on reçoit en France et en Europe, souvent en grande quantité, ce rhum vient non pas seulement de chez nous, mais d'Amérique latine, qui vendent de l'alcool pur, que l'on transforme, qu'on réduit avec de l'eau et qui en fait du rhum. C'est pour ça que vous avez une floraison de marques de rhum qu'ils ne connaissent pas du tout. Alors, le ministre a parlé de Bacardi, mais vous avez des noms de rhum qui n'ont jamais, qui peuvent s'appeler Madina, qui n'ont jamais touché la Martinique, par exemple. Et ce rhum-là progresse énormément sur le marché parce qu'il non seulement intervient dans la consommation au travers de beuvages du style cocktail, mojito, etc. Mais intervient beaucoup dans la pâtisserie et dans la cuisine de l'alcool. Donc c'est une concurrence très forte, très agressive de l'Amérique latine. Donc l'Europe, elle est ce qu'elle est. Elle a passé des accords de libre-échange on l'a déjà vu ici, avec les pays d'Amérique latine, en particulier les pays andins. Et puis ça s'ouvre, comme a dit Monsieur le ministre, avec le Mercosur. Tout ceci nous met en difficulté. Ce sont des choses qui se mettent en difficulté, notre propre économie. Et quand on attaque le rhum et le sucre, c'est l'économie de base, même les fondements essentiels, fondamentaux de l'économie antillaise que vous attaquez. Et c'est pour cette raison, nous sommes, monsieur, très préoccupés. Les producteurs de rhum sont venus nous voir pour nous dire leurs préoccupations et attendent de nous qu'on défende les choses. Alors, si nous allons avec le même régime fiscal, nous sommes morts. Si on n'a pas un régime fiscal avantageux, on est mort. Monsieur le ministre... oui. Monsieur le Président, merci. Excuse-moi, je vais répondre tout à l'heure. Les rapporteurs veulent... Monsieur le ministre, deux questions. Est-ce qu'on peut considérer que les négociations ont abouti? Nous attendons la décision de la Commission. Et deuxièmement, qu'est-ce que cet éventuel contentieux pourrait agir sur le renouvellement de la mesure? Je ne peux pas répondre positivement. La négociation n'a pas abouti parce que moi j'attends la réponse de la Commission, en particulier, je crois que c'est de M. Almunia,
qui s'occupe particulièrement, même si plusieurs directions sont impliquées. Mais je ne peux pas dire que... Ensuite, elle est tout à fait ouverte sur le post-2013, après 2013. J'espère que la proposition qui a été faite, elle est équilibrée, ils l'ont reconnue. Ils attendent peut-être, eux, de faire leur analyse sur la surcompensation. Est-on en train d'aider indûment la filière? La filière peut-elle supporter sans aide et sans fiscalité appropriée et la compétition? Le président Larcher vient de dire quelque chose, c'est sur la définition du rhum. La définition la plus exigeante du rhum au monde, c'est celle de la France. On s'est même réuni à la Barbade il y a quelques années pour revoir la définition. La plus exigeante, c'est celle de la France. Les multinationales donc, se sont adaptées et ici à Paris, on a ouvert un gigantesque bar où on peut consommer au nom du rhum ou sous le couvert de rhum des boissons qui n'ont de rhum que le nom. Et ils font la conquête d'une clientèle jeune. Bon, il faut savoir ça. Par exemple, même pour le rhum, même pour le rhum industriel, on ne peut pas faire comme on le fait, par exemple à Sainte-Lucie, où on fait venir la mélasse de n'importe où et on fait sur les quais, on fait une boisson qui s'appelle rhum. En France, c'est interdit de commercialiser la mélasse. C'est la mélasse du terroir qui doit servir. Et donc là, il y a un vrai souci. Donc il y a ça. Ensuite, l'Europe, parfois, au nom de la diplomatie commerciale internationale, au nom d'un mandat qui est celui de la Commission. La Commission a un mandat propre de négociation en matière commerciale. Ce n'est pas le Conseil, c'est la Commission. Eh bien, Mercosur et autres accords bilatéraux avec de grands ensembles, parfois, on oublie qu'il y a du rhum européen. Il faut le dire comme ça. Et quels sont leurs critères? On regarde les parts de marché. Ah, mais vous dites ça, mais quelque part, vous avez progressé. Donc, ça veut dire quelque part, vous pouvez soutenir, et de manière durable, la concurrence. Même si on se fait grignoter par d'autres types de rhum qui ne respectent pas la définition. Ensuite, on est dans un cadre d'un contingent pour les DOM. C'est 120 000 hectolitres d'alcool pur. Le reste, effectivement, sur d'autres segments, il y a une compétition. Et c'est là, on ne va pas entrer dans ces considérations. La Martinique a fait un effort de labellisation avec des AOC, comme ça existe pour le vin, avec des cahiers des charges assez rigoureux. La Guadeloupe, à l'époque, j'étais directeur de chambre d'agriculture, donc j'étais impliqué, moi, dans ces affaires-là. Ils ont fait un autre choix, avec des indicateurs géographiques, avec d'autres appellations, mais pas contrôlées. Donc, là, ça coûte peut-être plus cher en Martinique, mais il y a là, j'allais presque dire, un présupposé de qualité, et ce qui est vrai. En Guadeloupe aussi, il y a du très bon rhum. Ah oui, oui, il y a du bon rhum. Mais il faut en permanence s'adapter. En permanence s'adapter. Et si, demain, compte tenu du niveau de productivité, de la définition, du contingent et des problèmes de productivité, de salariale, de protection sociale, on ne devait pas avoir cette aide qu'est la fiscalité que l'on connaît, on risque d'avoir des problèmes. Par ailleurs, et je finis là, vous êtes rapporteur, il y a la situation des petites distilleries et des planteurs. Il faut dire aussi que les planteurs, leur situation n'est pas très enviable. Lorsque vous apportez votre canne à l'usine à sucre, vous avez le prix de la canne, mais vous avez aussi le prix de la bagasse. Puisqu'il y a une aide aujourd'hui qui doit être de 15 ou 16 euros, je ne sais plus, à l'époque c'était 13 euros, il y avait 10 euros qui allaient pour les planteurs, sauf pour les planteurs qui apportent leur canne en distillerie. Donc, moi j'ai vu le président du CIRDOM, qui est d'ailleurs d'accord avec notre proposition pour l'Europe. Donc ça a été fait avec les socio-professionnels. Donc, il fallait leur soutien. Ils sont d'accord. Mais lorsqu'on voit les professionnels qui viennent en disant « oui, il faut que les petits distillateurs soient aidés », je n'aimerais pas que le processus de concentration qui est en train de se faire en Martinique et en Guadeloupe, eh bien, se fasse au détriment des planteurs.
Il faut que nous soyons très vigilants sur la répercussion, si j'ose dire, et les retombées des dividendes. Il faut qu'on le dise très clairement. Par ailleurs, et je ne vais pas aller plus loin, il y a un processus de concentration qui se fait entre la Réunion, la Guadeloupe et la Martinique, avec une société qui est une belle société, qui fait du bon travail, que je respecte. Mais entre Saint-Louis-Sucre, Tereos et la Martiniquaise, il y a un jeu d'actionnariat qui fait que on a pris une loi tous ensemble, le Parlement, le gouvernement l'a présentée, vous l'avez votée, contre la vie chère et contre les monopoles, il faut le dire. Aujourd'hui, il y a des exclusivités de vente du sucre de Gardel en Guadeloupe, pour une société qui est un vendeur exclusif, un monopsone pour être compliqué, et donc qui est libre de fixer ses prix, et ses prix de transfert. L'usine est très souvent aidée par l'État et par l'Europe. Donc il y a là une vigilance accrue à avoir pour la transparence. Ensuite, on voulait fermer l'usine à Marseille. Depuis lors, les choses ont évolué. On disait que si cet accord devait se faire, puisque c'est des discussions, donc c'est un peu confidentiel, mais le gouvernement doit rester vigilant sur ces affaires-là. On voulait fermer la seule usine pour raffiner le sucre de canne, la seule qui existe, pour la délocaliser à Marseille. Aujourd'hui, il me semble, les assurances que nous avons reçues, ça ne se fera pas. Donc, tout ça, vous voyez, tout peut être dans tout. On parle de rhum, mais on parle de sucre, on parle de procédés et de process industriels. Il faut suivre tout ça. L'Europe est extrêmement vigilante sur l'évolution de tout ça, et du sucre, et de la façon dont c'est raffiné, et du rhum, et des parts de marché occupées en France, mais en Europe. Et donc c'est sur la base de tout ça qu'ils vont décider si oui ou non la fiscalité qui est celle d'aujourd'hui mérite d'être reconduite en vérifiant qu'il n'y a pas surcompensation, donc disons une surprotection et des aides indues à une filière qui pourrait vivre sans aide. Ce n'est pas, à notre sens, le cas. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons demandé la reconduction sous un régime amélioré et nous l'espérons tout aussi efficace. Voilà. Donc on attend. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, nous avons avec mon collègue Gillot justement abordé tous ces points lors des auditions que nous avons pratiquées, en particulier il y a quelques jours. Et la question que je voulais vous poser après votre exposé, c'est vous avez dit plusieurs fois il faut justifier les coûts. Ça me paraît être un point très important par rapport à l'Europe. Justifier les coûts, parce que nous savons que les coûts de production ne sont pas les mêmes dans les départements d'outre-mer qu'ils sont dans d'autres pays voisins. Ça, c'est un point, à mon avis, très, très important. Et aussi, nous savons que ça représente des milliers d'emplois. Et ces milliers d'emplois, aujourd'hui, si on veut les sauver, c'est par cette aide fiscale qui me paraît indispensable et qu'il faut absolument maintenir. Vous avez dit, Monsieur le Ministre, aussi que vous envisagiez de faire des propositions que vous avez faites vous-même jusqu'à la fin de l'année 2013. Et après, il restera 2014-2020. Est-ce que c'est justement, est-ce que vous ne pensez pas que les propositions que vous pouvez faire 2013 risquent d'être pérennisées pour 2014-2020? C'est une question que je voulais vous poser. Ça me paraît important parce que nous savons que chaque fois, le budget européen, il est pour 6 ans et que les aides sont programmées pour les 6 années. Voilà quelques points que je voulais souligner. Et je voudrais ajouter, et le président Larcher le sait bien, que nous sommes tout à fait volontaires pour déposer une résolution au Sénat qui fera l'objet donc d'un vote à la Commission des affaires européennes, délégation européenne, mais aussi à la Commission des finances dans quelques jours. Est-ce que pour vous, c'est un point important que le Sénat se prononce sur ces points? Tout à fait, monsieur le sénateur. Au contraire, on a bien besoin d'être soutenu. C'est la raison pour laquelle on a pris la précaution préalable d'avoir le soutien fort, plein et entier des professionnels. Que je devrais, moi, aller au Parlement européen, si tant est que le moment venu doit se prononcer sur tout ça. Et que si le Sénat, mais l'autre chambre aussi, pouvait se prononcer, oui. Oui, le risque que nous appelons de nos voeux, une chance, c'est que précisément ce que nous avons demandé pour 2013 soit pérennisé.
sur la base de ce que je vous ai dit. On supprimerait la différenciation en matière de vignettes. On l'adapterait pour les petites distilleries en le calculant sur le volume et non pas sur l'hectolitre d'alcool pur, et qu'on maintiendrait un différentiel à tout prendre, à peu près égal aux 42% qui existait avant, pour un coût légèrement moindre pour le budget de l'État. Au lieu de 111, ce serait 103. Bon, si l'Europe pouvait nous agréer ça et nous approuver ça, ce serait bien. Et on attend. J'avoue avoir été très bien accueilli, avoir reçu quelques encouragements, mais j'hésite à dire que c'est acquis. M. Almunia s'est montré très ouvert et nous a dit très clairement qu'il comprend et se dit prêt à avancer très rapidement sur ce dossier-là. Ouais. Je pense qu'il faut faire masse et se coaliser pour faire aboutir ça. C'est essentiel, comme l'a dit le président, pour les économies d'outre-mer, et en particulier la Réunion, la Martinique et la Guadeloupe et la Guyane aussi. En général, on est toujours bien reçu à Bruxelles, c'est après les réponses arrivent après, les décisions après. Et c'est pas toujours, ce qu'on attendait. Mais je vais oublier de vous dire les concurrents qui nous font mettre la vie dure sur le marché européen. Et il y a, bien sûr, il y a Pernod Ricard qui a un deal avec un joint venture avec Cuba. Et c'est un petit peu le cheval de Troie. Pernod Ricard, c'est français. Et Pernod Ricard, c'est lui qui a l'essentiel du rhum cubain, qui commercialise tout le rhum cubain sur Havana, Club, etc., sur le territoire européen. Donc c'est une difficulté de plus que nous avons avec nos propres concitoyens. Voilà, chers collègues, sur le rhum, pas d'autres questions? Monsieur le ministre, non, ça va? Très bien. Eh bien, nous allons passer à la troisième question. C'est le problème du serpent de mer. Le serpent de mer. Ah, l'octroi de mer, oui. Ah, vous avez compris, l'octroi de mer. Oui, c'est un... Je ne dirais pas, Monsieur le Président, serpent de mer. C'est une question récurrente qui revient tous les 10 ans. Et d'ailleurs, elle ne reviendrait plus tous les 10 ans comme la dernière période, c'était 2004-2014. Bon, ça prend fin donc au 1er juillet 2014. Il faudra donc d'ici là un nouveau régime. Donc, ce nouveau régime ne sera pas pour 10 ans. Je commence par vous dire ça. Ce sera pour 7 ans, sur donc, la période de programmation 2014-2020. Donc, question qui reviendra, je l'espère, selon un cycle suffisant. 10 ans, c'était un bon rythme, un bon cycle. Là, bon, c'est 7 ans, mais je comprends la nécessité de la congruence entre la programmation et les aides qui sont des aides d'État. Et donc, je peux entendre ça. Donc, ce n'est pas vraiment une critique chez nous, même si j'ai déjà entendu ça. Je rappelle quand même quelques évidences que vous connaissez, mais il est bon de les marteler. C'est une ressource essentielle pour ces territoires. C'est plus de milliards d'euros. C'est un dispositif de soutien important pour les entreprises de production de ces régions-là. Ça a contribué au développement, au maintien, au développement d'activités de production, et ça a créé, quoi qu'on en dise, puisque l'Europe était sceptique, un nombre significatif d'emplois, et d'emplois pérennes dans les départements et les régions d'outre-mer. L'évaluation conduite par des cabinets indépendants à notre demande, mais d'autres régions et autres organismes consulaires l'ont fait, on conclut presque à l'unanimité qu'il n'y a pas de surcompensation et d'effet de rente dans le dispositif actuel de l'octroi de mer, et que cet octroi de mer ne crée pas de distorsion de concurrence. Enfin, cet octroi de mer est absolument nécessaire parce que il y a permanence des handicaps structurels. C'est dans l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Alors, oui, nous demandons la reconduction selon un régime préservé mais amélioré. Et nos principales propositions, je vais directement à ça, portent sur les modifications suivantes. Sur le champ d'application de l'octroi de mer.
notamment l'extension du régime d'octroi de mer à Mayotte, dès le 1er janvier 2014. Cette particularité-là va nécessiter la prise d'un texte spécifique pour Mayotte pour couvrir la période du 1er janvier au 1er juillet 2014. Il n'y a pas de texte, il y a là un vide juridique. Ce sera normalement le 1er juillet 2014, mais comme ça entre en vigueur au 1er janvier 2014 à Mayotte, l'Europe doit l'autoriser. Pour éviter les erreurs faites sur l'Europe, doit l'autoriser. Donc on a demandé un acte ou plusieurs actes aux différentes instances, puisque ça dépend de la Commission, mais ça dépend aussi du Conseil. Donc il faudra un double acte, donc il faudra le faire. Deuxième modification portant sur l'assujettissement et sur les redevables. Par exemple, l'exclusion du champ d'application de la taxe des entreprises réalisant un chiffre d'affaires inférieur à un seuil revu à 300 000 euros. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les entreprises assujetties sont celles qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 550 000 euros. Résultat, en Martinique, vous avez à peu près 40 000 entreprises. En Guadeloupe, à peu près un peu plus de 40 000 entreprises. Il n'y a que 476 entreprises assujetties et il n'y a que 175 qui payent en Guadeloupe. C'est à peu près la même chose, un petit peu moins en Martinique. Et à La Réunion, on a un phénomène de même ampleur. Donc, beaucoup d'entreprises bénéficient de l'octroi de mer, notamment dans les exonérations de leurs intrants, de leurs matières premières, mais ne payent pas. Et donc, parce que, apparemment, elles n'atteignent pas le seuil de 550 000 euros. Donc, ce qui est proposé en Europe, c'est que les entreprises seraient assujetties à partir d'un chiffre de 300 000 euros. J'attends d'ailleurs quelques simulations pour savoir qu'est-ce que ça donnerait comme recettes supplémentaires pour les communes et pour les régions. Et d'ailleurs, on aura là, avec le Parlement, à voir, si ça devait être adopté en l'état, quelle affectation pour ces recettes nouvelles. Est-ce que c'est pour alimenter le fonctionnement des collectivités, section de fonctionnement, ou une partie pourrait être consacrée à l'investissement, ce qui me paraît souhaitable. Pour relancer l'activité, pour éviter des surrecrutements. Bon, il y aura là un choix politique à faire. Troisième modification proposée, des modifications de taux. On va créer un différentiel temporaire pour les nouvelles productions. Vous savez aujourd'hui qu'il y a 3 taux, enfin il y a 3 listes. Le texte qui a été pris en 2004 s'accompagnait d'une annexe d'une liste en 3 catégories, disons ça comme ça. Catégorie A, avec un différentiel de 10%, 10 points, pour être très précis. Les listes de catégorie B, les produits qui sont dans cette catégorie-là, pouvaient être profiter d'un différentiel de taxation par rapport, disons, aux importations de 20%, et les listes C de 30%. Bon. Et puis, on a eu... pendant 10 ans, après observation, on s'est rendu compte que pour réviser ces listes, c'est compliqué, très compliqué, et que pour faire émerger des productions nouvelles, non protégées, non prévues dans la liste, c'est également compliqué. L'Europe propose, j'avoue que j'espère que ça fera l'objet de discussion, d'un différentiel de 15 points pour une période limitée. Pour les productions nouvelles, le temps nécessaire à la modification de ces listes, quelle que soit la taille de l'entreprise. Donc, on va reconduire les listes. Il faudra avoir produit par produit, et c'est là que tout à l'heure on va avoir une discussion, et c'est là qu'on aura des problèmes avec les directions de la Commission. On va trouver un régime pour les productions nouvelles, permettre l'émergence de productions nouvelles, de produits émergents, d'activités nouvelles. Quatrième modification, une meilleure flexibilité de l'encadrement juridique du dispositif. On va tenter d'assouplir les modalités de révision, je l'ai dit, de l'annexe relative aux listes de produits pouvant être exonérés ou taxés à un taux réduit. Notification séparée de la liste des produits concernés à la Commission au titre de la réglementation relative aux aides d'État ou régime de révision annuel des listes. Cinquième proposition, autre mesure proposée, c'est
la possibilité d'exonération en faveur de certaines activités. C'est un peu compliqué, les infrastructures de développement économique, la recherche, le tourisme. Enfin, c'est un détail, mais il est important de le dire, il faudra moderniser les systèmes informatiques de collecte et de traitement de données par l'administration fiscale française afin de fiabiliser le suivi des données statistiques. Je me suis rendu donc là aussi à Bruxelles. J'ai vu le commissaire à la fiscalité, M. Chemeta, qui nous a dit très franchement ce qu'il en pensait. Vous savez, la posture de l'Europe, c'est une méfiance. Parce que c'est une entrave à la libre concurrence et au libre marché. Donc ça a été requalifié à l'époque comme un droit de consommation, pas un droit de douane. Bon. Et donc il faut vérifier qu'il n'y a pas une surprotection, une surcompensation, et que tout ça n'est pas contraire aux échanges entre les États. Il a souligné le caractère, ce que nous savons, dérogatoire du régime se fondant sur l'article 349. Il a estimé, lui, absolument fondamental, de bien justifier la nécessité du maintien de ce régime. Il a également souligné son souci de veiller à l'absence de toute finalité protectionniste. Et de ce régime a donc invité la France à bien démontrer le caractère proportionné de l'aide. Ça veut dire, pour chaque produit des 3 listes et d'une éventuelle liste de production nouvelle qui devrait bénéficier d'un taux réduit d'octroi de mer ou d'exonération, la France doit justifier de l'existence d'une production locale qui mérite d'être aidée, voire un peu protégée sans être surcompensée, d'importation significative et justifier de surcoût de production. La Commission a besoin de ces éléments-là. J'ai promis de les lui fournir avant la fin du mois d'avril. Bon, donc les délais sont contraignants. L'octroi de mer, je vous rappelle, est régi par un double encadrement communautaire, une décision du Conseil et une notification de décision de la Commission au titre des aides d'État. Cela suppose le rétro-planning suivant. Examen par la DG Taxe Sud, donc sur la fiscalité, à la fin du premier semestre 2013, de notre demande de renouvellement et des listes actualisées bénéficiant du différentiel, les 3 listes A, B et C. La proposition législative de la Commission au Conseil, donc approbation du Collège des commissaires. Ensuite, saisine pour avis du Parlement européen, dans le cadre de l'article 349, ce que la Commission n'aime pas trop, mais oui, c'est bien adossé à ce 349. Enfin, adoption par le Conseil de la décision par un vote à majorité qualifiée. Et à partir de septembre 2013, notification du dispositif d'exonération d'octroi de mer auprès de la DG Comp. Donc, c'est quel commissaire, lui? C'est Almunia. C'est la concurrence. Bon. Enfin, le Parlement français devra transposer la décision de l'UE dans le droit national. Et ça devrait entrer en application le 1er juillet 2014. Donc, c'est un délai un peu contraint, avec, bien entendu, je l'ai dit, l'exception pour Mayotte, qui doit avoir des textes européens et français pour que ça entre en application le 1er janvier 2014. Il y a un groupe de travail interministériel qui travaille, qui est géré par mon ministère et la DGOM. Un tableau commun a été fait pour un peu standardiser le travail. Les préfets sont saisis, les présidents de région sont saisis avec demande faite pour consulter les présidents d'associations des maires. Et je les invite tous le 8 avril. Je crois que le 19 mars, il y avait quelque chose. Non, c'est demain. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, c'est ça. Non, j'invite tout le monde pour approfondir la question. Donc on va inviter les présidents de région et les présidents de conseils généraux, les présidents d'associations des maires, je crois le 8, oui aussi. J'ai dit que la Guyane. La Guyane, non, mais j'invite tous. La Guyane a une exception, elle est seule conseil général à bénéficier d'une quote-part d'octroi de mer, qui pose quelques soucis d'ailleurs, mais compte tenu du poids des conseils généraux, on invite les présidents de région, les présidents de département, les présidents d'associations des maires, pour approfondir la question, parce que nous tenons à avoir un dialogue approfondi avec ces élus, les élus locaux et les parlementaires. Je demande à faire vite,
parce que il faut que pour la mi-avril, nous ayons ces listes. Et je peux vous dire, produit par produit, c'est un sujet. D'ailleurs, j'ai fait parvenir à presque l'ensemble des élus l'étude qui a été faite par le cabinet Langrand, c'est ça, où il y a tous les produits avec leur production, leur chiffre d'affaires, avec quelques éléments de gestion, les importations, leur part de marché, faut-il les taux, entre le taux interne et le taux externe, faut-il maintenir, renforcer ou baisser. Je finis sur une chose, on aura un vrai sujet sur le maximum de taux. C'est 30%, 30 points pour la liste C. Est-ce qu'on pourra maintenir 10, 20 et 30%? Sur les produits nouveaux, ils proposent, c'est nous qui proposons 15%, il faut voir. Est-ce que donc on peut développer des productions nouvelles, si tant est que ces productions nouvelles se trouvent dans un marché compétitif, avec une protection, disons, un différentiel, disons, de 15 points. C'est un sujet que je soumets à votre sagacité. Voilà, Monsieur le Président, j'ai fait le plus vite parce que c'est un sujet assez compliqué. Oui. Chers collègues, je soumets... y a-t-il des questions sur le code de... Oui, et Doliger. Au ministre concernant l'octroi de mer, là tout à l'heure on a parlé de Mayotte et le fait qu'à partir du 1er janvier 2014, je crois que Mayotte bénéficierait de l'octroi de mer et vous avez dit bon il va y avoir des recettes importantes. Quand j'ai entendu ce que vous aviez donné comme référence pour la Martinique et la Guadeloupe, le nombre d'entreprises est relativement modeste qui participent financièrement. Alors le seuil, bon, éventuellement va être baissé, ce qui peut faire entrer de nouvelles entreprises. Donc est-ce que vous avez une idée pour Mayotte du nombre d'entreprises qui seront au-dessus du seuil, du futur seuil, et quel volume cela pourra potentiellement représenter? Je voudrais juste revenir sur un point qu'a soulevé mon collègue tout à l'heure sur l'ingénierie, qui est un vrai sujet. Bon, chacun sait alors peut-être qu'à Mayotte il n'y avait pas beaucoup d'ingénierie. La preuve, c'est de la part de l'État. La preuve, c'est qu'il y a un certain nombre de problèmes et un certain retard. Mais nous savons tous dans nos départements que l'ingénierie va être abandonnée de la part de l'État et que ça va être repris par les départements. Donc là aussi, il faudra peut-être qu'à Mayotte, ils s'attendent à ce qu'il n'y ait pas d'aide, comme cela a été demandé, de la part de l'État pour reprendre l'ingénierie, mais que ce soit fait par les collectivités. Et donc il faut déjà s'organiser rapidement pour être en capacité d'absorber une ingénierie nouvelle. Donc ça, je le dis pour revenir au point numéro 1, mais pour le dernier point, l'octroi de mer, ça m'intéresserait de savoir quel est le volume théorique ou potentiel. Je n'ai pas encore ces chiffres, même si c'est demandé, parce que tout est à construire à Mayotte. Quelles seraient les entreprises qui assujettit, donc 300 000 euros. Il faut voir si ça peut entrer en application un peu avant l'heure. À Mayotte, pour le moment, c'est 550 000 euros. Si c'est ça, il y aurait quelques entreprises. Mais ce qui est important, au-delà de ce seuil, c'est le volume des importations. Plus il y en a, plus il y a de recettes. C'est un modèle de développement un peu paradoxal. Vous savez, chez le ministre que je suis, Zemo, objectivement intérêt à avoir un maximum d'importations. Bien sûr, si vous avez votre production locale, vous pouvez l'imposer. L'Europe avait autorisé une exonération pour 10 ans, qui arrive à échéance le 1er juillet 2014. Mais plus vous avez d'importations, plus vous avez des recettes selon les taux. Donc, le volume d'importation, je n'ai pas les chiffres, mais bon, on sait quels sont les opérateurs, les importateurs qui dépassent 550 000 euros, ça on sait. Mais le nombre d'entreprises qui dépasseraient les seuils selon ce qui s'appliquera à Mayotte, je ne peux pas encore vous répondre. J'espère que d'ici là, sur beaucoup d'indicateurs à Mayotte, nous aurons les éléments sur le chômage. Si c'est sur la base de 2011, c'est ça? On aura les derniers chiffres, c'est 2007. Ouais, donc on aura un vrai souci là, parce que je ne sais pas ce que les bureaux nous ont donné, j'avoue que je suis assez étonné.
Donc on a redemandé un chiffrage. Là, on devrait très rapidement pouvoir revenir devant vous et vous donner les vrais chiffres. D'ailleurs, je propose, et mes services m'entendent, sitôt ces chiffres obtenus, de vous les envoyer à la délégation pour que vous statuiez à l'occasion. Sans problème, merci Monsieur le Ministre. Je passe tout de suite la parole à mon collègue Georges Patient, qui a demandé. Oui, vous avez donné le calendrier du renouvellement de l'octroi de mer, s'il était renouvelé. Mais si ce calendrier n'est pas respecté, qu'adviendrait-il à partir de juillet 2014? Il le saura. Hein. Non, je sais ce que... Parce que ce n'est pas la première fois que je viens devant vous, j'ai entendu dans tous les discours que nous sommes en retard. Nous sommes dans les délais. Là où j'ai un doute, il faut que les listes de produits, avec l'appréciation des régions, mais après concertation avec les socioprofessionnels, nous reviennent pour que je puisse, moi, les notifier et entrer dans la négociation, produit par produit, ligne par ligne. J'avais dit sur toute la nomenclature douanière. Et ça, oui, ça prendra un temps. On ira le nombre de fois qu'il faudra à Bruxelles, mais nous sommes condamnés à avoir un régime. Là où je pourrais avoir un doute, c'est sur Mayotte. Sur Mayotte, moi j'ai des assurances de plusieurs commissaires européens qui feront, et ils ont demandé déjà, les éléments pour prendre les actes appropriés pour Mayotte, pour nous permettre à nous de légiférer. Voilà. Reconstitution, est-il acquis ou est-ce qu'on a mis de côté l'idée d'une TVA régionale? Ce n'est pas ce qui est discuté, ce n'est pas ce qui est sous la table de la négociation. C'est de reconduire le régime et l'économie générale du régime, donc le préserver mais l'améliorer. Il y a une chose que nous n'avons pas mise dans la discussion, même si elle a fait l'objet de discussion avec vous, ce sont les services. Ça peut être d'ailleurs, il faudrait voir, est-ce que c'est franco-français, mais ça pose un vrai problème organisationnel. Même si j'ai demandé aux différents ministères, et en particulier le ministère de l'économie, la législation fiscale à Bercy, de voir est-ce que l'octroi de mer qui porte aujourd'hui sur les biens peut-il porter sur les services? Il y a des entreprises de services qui dépassent 300 000 euros de chiffre d'affaires. Les cabinets, les bureaux d'études techniques, les architectes et autres experts comptables, et que sais-je encore, en informatique, qui dépassent très largement 550 000 euros aujourd'hui aux 300 000 euros. Bon, j'avoue, parfois j'ai une imprécision, j'avais demandé à me vérifier ça, les fiscalistes. Est-ce que ces entreprises bénéficient des exonérations lorsqu'elles importent des intrants? Il me semble qu'il y a un régime un peu particulier, mais a priori, je vous dis oui. Donc voilà des entreprises qui ne sont pas assujetties, qui ne payent pas, mais qui bénéficient de certains avantages. Et donc il faudrait que chacun participe à l'effort commun. Donc ça n'a pas été transmis. Dans la proposition française, dans le mémoire qui a été envoyé à Bruxelles, on ne l'a pas mis parce que aujourd'hui, l'octroi de mer, c'est le service des douanes. Ce sont les douanes qui recouvrent. Là, pour les services, ce serait les directions des services fiscaux qui seraient à l'œuvre. Et ça pose quelques problèmes d'organisation. Donc le jour où on avancera, je n'ai pas pour autant renoncé à l'idée, on va voir. Ça pourrait aussi permettre d'avoir quelques recettes supplémentaires. Quel est le problème? Quel effet inflationniste? Aujourd'hui, il est difficile pour l'État d'aller inventer des ressources nouvelles, même si on pense tous à modifier la fiscalité locale. Là, il y a un gisement, il faut voir. Quel effet sur les prix, sur la compétitivité, sur le niveau du coût de la vie, donc sur l'inflation. Il faudrait quelques simulations. Donc ça ne peut pas se faire comme ça. En revanche, baisser le seuil, c'est un surcroît de recettes nouvelles pour les communes et les régions, et peut-être pour le Conseil général de la Guyane, si tant est que les choses restent en l'état. J'avoue que j'ai demandé au président de région, est-ce qu'avec ces recettes nouvelles, on peut diminuer l'octroi de mer sur les produits de grande consommation, pas simplement de première nécessité.
parce qu'il y aura un surcroît, j'en suis convaincu, de recettes. Peut-on aider le pouvoir d'achat des ménages, à préserver ou voire à améliorer le pouvoir d'achat des ménages, à baisser un peu parce qu'il y aura plus de contribuables et donc un volume plus important. Voilà. C'est un véritable sujet, Monsieur le ministre, hein, sur l'impact de l'octroi de mer sur le niveau de vie, des prix, le niveau des prix. Ouais. C'est un sujet sur lequel il faudra certainement revenir, mais dans un deuxième temps. Monsieur le ministre, vous avez semblé surpris quand je vous ai dit que nous allons parler d'un serpent de mer. Nous avons quelques expériences, voilà 10 ans que nous sommes, 8 ans que nous sommes ici au Sénat, et nous avons vu quelques ministres des Outre-mer passer devant nous, on les a auditionnés dans le cadre de la mission Outre-mer, ensuite le cadre du comité de suivi. Et chaque fois, on a toujours donné des propos très rassurants, très rassurants, jusqu'au jour où nous sommes allés à Bruxelles, et pour nous entendre dire que notre système était pratiquement condamné. Je ne mets pas en doute du tout, vous êtes loin là, je ne mets pas du tout votre propos, mais ne cherchez pas à me rassurer. S'il y a danger, il faut me dire qu'il y a danger, sinon on change notre fusil d'épaule. Donc véritablement, je sais bien que c'est un sujet sur lequel on a beaucoup dit. Je crois que des propos ont été tenus dans cette assemblée par des gens autorisés en quelque sorte. Je vais parler du ministre de l'Europe, des Affaires européennes, qui ont été très, disons pas pour le moins, pas tellement rassurants. Maintenant, aujourd'hui, nous on vous entend. Ce que vous nous dites là nous convient parfaitement, va dans le sens de ce que nous attendions. Mais il ne faut pas nous le dire pour qu'on aille nous caresser le sens du poil. Hein? Si c'est ça, si nous sommes aujourd'hui, nous avons les garanties. Donc c'est très important, parce que jusqu'ici, j'avoue que jusqu'ici, sur la question de l'octroi de mer, j'étais très réservé et je pensais que nous assistions à une chronique d'une mort annoncée. Si vous nous dites aujourd'hui que ce n'est pas la mort, aujourd'hui que nos interlocuteurs à Bruxelles sont de bonne composition et sont prêts à nous entendre et à nous accompagner, ça j'entends et je note, mais cela veut dire que nous entrons dans un autre registre. Monsieur le Président. Mais je voudrais ne pas être rassuré, je voudrais... Non, mon exercice devant vous, c'est pas de vous rassurer, j'allais presque dire à bon compte. Je suis d'abord un économiste et aussi un bon connaisseur de l'état de la législation. Par ailleurs, j'ai quelques expériences politiques et je connais un peu l'idéologie qui anime Bruxelles. Donc, je ne viendrai pas là pour vous dire c'est tout bon. Demain, il n'y a pas à discuter si ce n'est sur 2 ou 3 petites choses. Non. Les choses doivent correspondre à l'idéologie qui règne à Bruxelles. Pas d'entrave au libre-échange et au marché libre et non faussé. Ça, c'est une première chose. Même si vous êtes éloigné, même si vous avez le 349 du TFUE, vous devez d'abord respecter ce principe cardinal. Je l'ai compris. Et si vous m'avez bien écouté et compris, si je veux dire entre les mots, sinon entre les lignes, je vous ai dit que l'exercice qui consistera à justifier produit par produit, avec tous les éléments, ce ne sera pas simple. J'ai commencé par vous dire ce ne sera pas 10 ans, 7 ans, premièrement. Deuxièmement, on a un différentiel qui peut aller jusqu'à 30 points, l'oraton. Troisièmement, les produits nouveaux, nous-mêmes, on propose 15 points. Est-ce suffisant pour faire émerger une production nouvelle? La protection des industries dans l'enfance, comme dirait Frédéric List, grand économiste allemand de l'époque. Est-ce qu'on peut faire ça? Bon, pour vous dire que je sais que nous devons justifier la nécessité de la reconduction, du dispositif avec ses effets. On a fait des études pour ça et on a prouvé que l'octroi de mer est absolument nécessaire. Ce serait trop long, je ne vous ai pas donné ça. C'est entre 170 et 250 millions d'euros par an d'aide octroyée aux entreprises. Ça contribue pour 20 à 50% de la production de la valeur ajoutée produite dans nos régions. Les niveaux d'excédent brut d'exploitation n'apparaissent pas suffisants pour absorber la disparition des différentiels de taxation. Si ça devait disparaître, les EBE, bon, les excédents bruts d'exploitation, ne seraient pas suffisants pour supporter et soutenir la concurrence. Bon, on prouve, et puis qu'il y a une corrélation forte entre l'existence de l'octroi de mer et le maintien de la production locale et des emplois pérennes. La preuve est faite. La preuve est également faite qu'il n'y a pas surcompensation. L'Europe ne se satisfait pas de ça, parce que l'Europe a fait, et nous n'étions pas encore arrivés aux responsabilités, on avait fait une première étude, c'était avant moi,
L'Europe a répondu, ce n'est pas suffisant. Donc on a approfondi les études. Et moi-même, j'ai récusé une première étude, j'ai demandé des compléments qui ont été donnés. Voilà. Donc ça veut dire que la discussion n'est pas aussi simple que l'on croit. Mais si je dois vous donner une conclusion, cette fois-ci, je vous donne mon sentiment personnel, j'espère ne pas me tromper. Comment voulez-vous que l'Europe nous dise totalement non à 10 mois de l'échéance? Il faudra trouver 1,32 milliard chiffre de 2011. Comment trouver 1 milliard si on nous dit non? Alors, l'hypothèse évoquée, TVA. Alors, quand on entend TVA, c'est disparition de l'autonomie régionale, de la libre administration territoriale, de l'autonomie qui figure dans la Constitution. Il faut que la recette représente un montant, comment disait-on ça, déterminant. Et je n'oublierai jamais la discussion lorsqu'on a révisé la Constitution. Donc, ça veut dire, moi, je suis confiant, mais il faudra justifier produit par produit d'un différentiel de taxation nécessaire à l'existence des produits en cause. Très bien. Tout le monde dit c'est en bonne voie. Il n'y a pas de voie, mais rien ne sera le combat continue. donné comme ça. Le combat continue. Donc, si vous faites des résolutions pour montrer l'importance que ce dispositif a à vos yeux, tout ça est de nature à nous aider. Mais très bien. Bien sûr. Bien entendu. Monsieur le Président, j'ai une petite question à Monsieur le Ministre, mais c'est mon inquiétude qui me fait poser cette question. Je la poserai aussi pour la défisque. Est-ce que la stratégie est partagée par l'ensemble du gouvernement? Il y a des arbitrages lorsqu'il y a des accords entre différents ministères. C'était pas très sur réjouissant. l'octroi de mer, aucun souci. Il y a là une unanimité forte. On a entendu de son clocher. On avait entendu de son clocher, monsieur le ministre. Alors, on ne va pas mettre de cacan dans la maison, mais bon, on va rester sur ça. Oui. D'accord. Il y a une unanimité forte. Ok, on reçoit. La position est celle du président de la République, figurant dans ses engagements, ses 30 engagements pour les Outre-mer, à tout faire pour maintenir, voire renforcer l'octroi de mer. Donc la ligne et l'objectif est fixé au plus haut niveau. Sur la défisque, on peut l'engager. Ouais. Sur la défisque, on connaît les religions. Et là aussi, il y a eu un arbitrage correspondant à ce que le président de la République avait dit pendant sa campagne, qu'il préservera, voire il renforcera l'attractivité fiscale de nos territoires, de nos régions. Ça a été fait. Ça a été fait. Alors que nous sommes en pleine crise des finances publiques, il y a eu un arbitrage plus favorable que les 3 ministères priorisés, à savoir la justice, l'éducation et la sécurité, l'intérieur. Le budget de la mission Outre-mer a augmenté plus qu'aucun autre budget. Aujourd'hui, il y a gel, il y a surgel. On fait en sorte qu'il y ait moins gel et surgel dans cette mission-là, pour toujours garder un différentiel, j'allais dire, favorable. Bon, c'est pas notre faute si les parlementaires ont fait jouer leur pouvoir de déférer des actes législatifs. Ça a été censuré par le Conseil constitutionnel dans une part essentielle, si j'ose dire, de l'efficacité du dispositif, à savoir la part variable, les 4%. Maintenant, donc, il y a une réflexion engagée, là aussi conformément à un double arbitrage, celle du président de la République qui l'a réitéré dans ses vœux adressés aux Outre-mer, et celle du Premier ministre qui a dit que pas un euro ne manquera aux Outre-mer. Voilà pour cette audition de Victorin Lurel. Si vous souhaitez la revoir, elle est disponible en VOD sur notre site internet publicsena.fr. Très bonne fin de journée à tous.